Alors l'épidermolyse bulleuse, c'est une maladie rare, fait partie d'une maladie orpheline. C'est une maladie génétique et qui est assez diverse en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de formes différentes, mais elles vont toutes se caractériser par un point commun qui est la fragilité de la peau et parfois et même souvent des muqueuses. Ce qui fait que ce sont des enfants en fait qui, en cas de traumatisme, de frottement ou de choc sur la peau, vont avoir la peau qui va décoller, faire des bulles. Et cette bulle va ensuite se rompre et laisser place à des érosions et des plaies qui vont cicatriser plus ou moins bien en fonction du type d'épidermolyse bulleuse. Alors c'est vrai qu'on catégorise pour l'instant, parce qu'on aime bien catégoriser les choses, classifier les choses, les épidermolyses bulleuses en 4 classes en fonction en fait, du niveau de clivage de cette bulle dans la peau. On a les formes les plus superficielles qu'on appelle des formes simples, on a des formes qui sont jonctionnelles, qui sont entre l'épiderme et le derme, et des formes un tout petit peu plus profondes qui sont juste sous la jonction, qu'on appelle des formes dystrophiques. Et puis à côté de ces 3 formes qui sont les plus classiques, il y a une maladie qui a été rapportée un peu plus récemment, qui est le syndrome de Kindler, où le niveau de clivage est à plusieurs niveaux en fait. Donc ça fait plein de formes différentes, et puis au sein même de ces formes-là, il va y avoir là aussi d'autres sous-formes plus ou moins importantes en fonction des patients, en fonction du type de mutation, en fonction du gène atteint, puis en fonction de plein de facteurs qu'on ne comprend pas forcément très bien. Alors dans la plupart des cas, mais ce n'est pas tous les cas, la maladie va se déclencher dès les premiers jours de vie en fait. Donc les premiers traumatismes, ça peut être le bracelet d'identification, ça peut être le clamp du cordon ombilical par exemple qui va frotter et faire une bulle, ça peut être le frottement de la couche. Et c'est vrai qu'au départ, on voit une petite bulle dans des zones de frottement. Alors on pense que c'est une bulle de succion parce que le bébé s'est tété le poignet pendant la grossesse ou qu'il peut avoir une petite infection. Puis en fait, c'est le renouvellement de bulles avec des prélèvements qui restent stériles, absence de contexte infectieux, qui vont se faire poser assez rapidement la question d'une maladie génétique. Donc c'est vrai qu'après, il y a de très rares cas où la découverte est un peu plus tardive, vers quelques semaines, mois, voire années de vie, mais c'est vraiment beaucoup plus rare. Et là aussi, c'est la répétition, l'échec des antibiotiques qui sont mis le plus souvent. On pense que c'est un impétigo, en fait. Et en fait, voilà, quand les traitements ne fonctionnent pas et qu'on s'aperçoit qu'il y a d'autres bulles ailleurs, en fait, on va finir par y penser. Pour l'identification, ça va être surtout y penser devant une fragilité cutanée, une fragilité de muqueuse, des bulles qui reviennent et qui résistent au traitement antibiotique, l'absence de contexte infectieux. Donc là, il faut vraiment penser au diagnostic. Et le diagnostic, il se fait sur une biopsie de peau, en fait. Donc c'est ce que font la plupart de nos collègues qui nous envoient les prélèvements, où on va vérifier qu'il n'y ait pas d'autres maladies bulleuses, parce qu'il y a plein d'autres maladies bulleuses. La plupart du temps, les médecins ont déjà éliminé tout ce qui était infectieux. Et donc là, on fait des marquages, on fait des différentes protéines de la jonction dermo-épidermique, et puis on voit si ça s'allume ou si ça ne s'allume pas. Et on voit à quel niveau se fait la bulle, ce qui permet de classer en fait les différents types d'épidermolyse bulleuse et éventuellement d'avoir un gène candidat si on a une diminution de l'expression. Et puis après, on passera à l'analyse moléculaire sur un prélèvement sanguin pour rechercher les mutations sur le gène qu'on pense être atteint. Donc ça, c'est vraiment le diagnostic. Après, sur le pronostic, c'est toujours difficile. Malheureusement, l'analyse moléculaire permet rarement de donner un pronostic. On peut avoir une mutation récurrente, avec des tableaux parfois différents en fonction des personnes. Donc la prise de sang sur le pronostic, c'est pas très efficace. C'est surtout l'évolution qui nous dit. C'est les premières années qui vraiment nous permet d'imaginer vers où va aller l'enfant. Alors, pour ce qui est de la prévention, chez quelqu'un, dans une famille où il n'y a pas du tout eu d'épidermolyse bulleuse, c'est impossible à détecter. Sur l'échographie prénatale de surveillance classique, il n'y a pas de signe particulier, sauf dans des cas très très rares où il y a une sténose du pylore, c'est vraiment exceptionnel. Donc on ne peut pas le dépister avant s'il n'y a pas de cas familial. Si par contre, soit un des parents est lui-même porteur, ou s'il y a déjà eu un enfant qui est né avec cette pathologie et que l'on connaît les mutations, là on peut des fois faire des diagnostics prénatals. Un diagnostic prénatal, ça ne se fait pas systématiquement, ça dépend de la gravité de la pathologie, il faut faire une demande au comité d'éthique auparavant, mais ça peut se discuter avec un conseiller en génétique en tout cas. Alors sur les thérapies géniques, il y a pas mal de projets. Il y a des projets qui sont européens, il y a des projets qui sont américains, donc il y a vraiment beaucoup de travail là-dessus.
Dans les formes dystrophiques, il y a actuellement des recherches précliniques qui ont été terminées et il y a des recherches qui sont en train des recherches cliniques qui sont en train d'être mises en place pour des greffes de peau, notamment dans les formes dystrophiques, donc des greffes de peau qui seront corrigées pour la mutation du collagène 7. Donc c'est des petits bouts, hein, c'est expérimental, enfin, donc pour voir si ça fonctionne. Dans les formes jonctionnelles, il y a déjà 2 cas qui ont été publiés, mais qui malheureusement ont été faits dans des conditions pas de bonne pratique médicale, ce qui ne permet pas de refaire exactement la même chose en France ou à plus grande échelle, puisqu'on est quand même très surveillé par les autorités de santé et il y a des cadres très précis à respecter. Il y a d'autres techniques qui sont étudiées. Il y a eu beaucoup de papiers sur les greffes de moelle, pour les formes dystrophiques notamment, donc des greffes de moelle allogéniques, hein, comme on pourrait avoir dans une leucémie par exemple. Donc ça, c'était des choses qui ont été intéressantes. Alors, c'est pas parfait, hein, c'est vraiment très exploratoire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, des choses à affiner pour que le traitement, qui est quand même très lourd, puisque c'est une radiothérapie, chimiothérapie, soit allégé. Donc là, il y a plein d'études en cours pour essayer de faire un traitement le plus léger possible, pour pas avoir une mortalité liée au traitement, en fait, hein, tout bêtement. Il y a des essais de greffe de cellules souches mésenchymateuses. Enfin, il y a vraiment plein de thérapies cellulaires qui sont actuellement à l'essai. On peut imaginer qu'une annonce d'une pathologie génétique, c'est un choc. C'est un choc important, en plus c'est visuel, donc c'est vraiment tout de suite. Et du coup, vraiment, c'est difficile souvent aux parents. Ça dépend. Il y en a qui ont du mal à prendre l'enfant parce qu'ils ont peur de lui faire mal ou parce qu'il y a des plaies, donc ça peut être difficile. Puis il y a d'autres parents qui tout de suite prennent l'enfant dans les bras. Et la chaleur, tous les patients disent que ça leur aggrave leur état cutané. Alors ça aggrave, des fois ça donne des poussées bulleuses, ça macère effectivement, ça peut augmenter le risque d'infection, ça gratte énormément, c'est vraiment un point très important, c'est que les patients malheureusement se grattent beaucoup. Et si vous grattez une peau fragile, vous allez faire des bulles. Donc c'est vraiment un cercle vicieux parce que vous allez induire des bulles, donc des plaies, donc une augmentation des démangeaisons et c'est parfois assez compliqué. Justement parce qu'on sait que la chaleur va aggraver l'état cutané. Alors pour l'épidermolyse bulleuse, ils sont très bien structurés puisqu'il y a une organisation qui est internationale, qui est DEBRA International, qui est la maison mère. Hein, et à partir de DEBRA International, il y a dans de très nombreux pays des filiales nationales hein, qui sont regroupées au sein de DEBRA International. DEBRA International, ils ont vraiment développé plein d'outils, à la fois pour les familles mais aussi pour les professionnels, puisqu'il y a des guides de bonne pratique qui sont régulièrement édités. Il y a des appels d'offres pour des projets de recherche. Donc financièrement, ils soutiennent les équipes de recherche pour travailler. Il y a aussi des réseaux sociaux. Alors oui, on utilise l'urgotule. Alors tous les patients n'ont pas d'urgotule, mais il y en a beaucoup qui l'ont aussi. C'est vrai que pour nous, l'urgotule, ce qui est intéressant, c'est que ça colle jamais. Et sur une peau qui est à vif en permanence, c'est important qu'on puisse retirer le pansement sans faire mal. Donc ça, c'est un gros avantage. Et puis c'est vrai qu'il est très conformable. Hein. Donc pour les toutes petites surfaces, pour les enfants petits et les bébés, c'est ce qui fait jamais de pli en fait. Et donc ça fait pas de bulles en soi. Parce que c'est vrai qu'il y a par exemple sur des pansements siliconés, là vous avez vu qu'on en a mis un dans le dos parce que la surface est quand même assez plane. Mais pour tout ce qui est un peu bombé, où il y a des plis liés aux articulations, dès qu'elle met un pansement siliconé, ça lui fait des bulles en fait. Donc là, il n'y a que l'urgo qui vraiment ne fait aucun frottement, aucun pli, et qui lui permet d'être protégé.